C'est un écrivain qui vous présente cet exposé, axé qu'il est sur la narration. Il est de multiples réponses à la question du titre, à commencer par la totale impossibilité d'une telle gageure, celle du temps retrouvé. Deux autres réponses sont celles, d'une part, des historiens des sciences, d'autre part, de ceux des scientifiques ayant la fibre historique. C'est par là que je commencerai, ce qui différencie leur conception du récit historique. J'aurai l'occasion de mentionner brièvement des acquis de l'histoire des sciences. Enfin, j'offrirai quelques suggestions de travaux avec, pour vous et vos élèves. J'œuvre dans la réflexion sur le patrimoine historique tel qu'il se trouve disséminé dans des documents d'archives, dans les bibliothèques et dans la mémoire des producteurs de sciences et donc de son histoire. L'histoire des sciences doit-elle être le récit triomphaliste d'une longue marche, jonchée de découvertes éclatantes et autres hauts faits mémorables? Les deux groupes, les historiens et les scientifiques, diffèrent quant à la transmission de leur savoir. Leurs publications types les différencient également. Du côté des historiens, c'est le livre avec éventuellement une iconographie, mais en fait une monographie sur tel ou tel sujet. Et du côté des scientifiques, c'est la publication dans une revue savante. Les deux groupes diffèrent dans leurs allégeances, les communautés d'appartenance sont bien distinctes. C'est pour chacune de ces communautés d'appartenance qu'on écrit, et dans chacun des groupes, cela équivaut à délimiter un territoire, une chasse gardée. Ce qui m'amène au pugilat, à l'affrontement et à la dispute. La controverse, en effet, est indispensable à l'avancement des connaissances. C'est l'oxygène de la vie scientifique. Pour un chercheur, réfuter les idées d'un collègue est non seulement une satisfaction, c'est aussi le moyen de se faire un nom, de se hisser dans la hiérarchie au sein d'un groupe de chercheurs, au sein de la communauté scientifique. Du côté des historiens, l'impératif est de trouver dans les archives un document inédit méritant publication. Cependant, cette publication des historiennes doit prendre le plus grand soin de citer sans faute toutes les autorités. Là où les scientifiques sont enclins à la réfutation, les historiens sont des virtuoses du coup de chapeau à d'autres historiens. Le rapport au temps distingue fortement les deux groupes, soit synchronie, soit diachronie. Du côté des historiens, on explore une strate temporelle. Du côté des scientifiques, on explore une évolution qui amène jusqu'au présent. Quels sont les griefs des historiens à l'égard des scientifiques se piquant d'histoire des sciences? Les reproches sont d'abord la technicité du propos, incompréhensible aux historiens, car les scientifiques utilisent le jargon de leur discipline, une histoire Whig, c'est-à-dire une histoire dans laquelle tout conduit au présent, et on nommait toutes les impasses qui n'ont pas suscité de continuation. Les historiens reprochent aussi aux scientifiques la géographie, c'est-à-dire la vie des saints et donc un panégyrique de leurs prédécesseurs. Les prédécesseurs sont considérés comme de grands ancêtres et les chimistes se piquent des généalogies, chacun d'eux se référant à une paternité, à une grand-paternité et ainsi de suite. Et puis, les scientifiques, aux yeux des historiens, ont aussi le défaut d'une histoire anecdotique, racontant des épisodes qui, pour les historiens, n'ont aucun sens. Et les historiens reprochent encore aux scientifiques de ne pas commencer leurs propos par une contextualisation, c'est-à-dire par une situation de tel ou tel épisode dans le contexte historique. Donc, reprenons chacun de ces griefs un par un.
Le premier de ces reproches a trait au langage, un jargon incompréhensible. La langue technique des chimistes est pour eux une langue équivalente à une langue naturelle. On en trouve maints exemples. Un exemple relativement récent est celui de l'autobiographie du regretté Georges Olah, et ça constitue un obstacle considérable à la lecture par les historiens. Il était de coutume, durant la première moitié du XXe siècle, qu'un historien des sciences se donnât une double formation, 2 thèses de doctorat, l'une dans la discipline scientifique et l'autre en histoire. Hélas, cette coutume est tombée en désuétude. Le second reproche que les historiens suivant Herbert Butterfield adressent aux scientifiques se risquant à produire un récit historique est celui d'une historiographie Whig. Les événements du passé ne sont considérés que dans la mesure où ils conduisent au présent, ce qui participe d'une croyance naïve et nombriliste dans le progrès. Autre reproche encore, le troisième dans la liste que je vous ai présentée, reproche que les historiens formulent aux scientifiques historiens, la géographie, le culte des grands ancêtres, des géants de la discipline. À vrai dire, les chercheurs sont parfois un peu ridicules dans leur ambition d'obtenir des prix et des distinctions, de se voir remettre des médailles de leur vivant. Pour un chimiste, la distinction majeure est le prix Nobel, celui qui vient de récompenser l'un de nos compatriotes, un grand ami, Jean-Pierre Sauvage. Un autre reproche encore des historiens aux chercheurs épris d'histoire, l'absence de contextualisation. En dépit du ressenti des chercheurs, la vie intellectuelle est inséparable de la vie tout court. L'histoire des sciences ne prend son sens que dans l'histoire au sens le plus général du point de vue des historiens. L'aventure scientifique, loin d'être autonome, est liée aux vicissitudes historiques. Par exemple, mai 68 a eu un impact pour les sciences, la chimie compris. Ou, pour donner un autre exemple tout à fait caractéristique, la chromatographie est une invention qui s'est faite durant la Seconde Guerre mondiale du fait des restrictions. Et à ce moment-là, des chercheurs britanniques s'apercevant de la diffusion d'une écriture sur un papier mouillé par du café un petit peu renversé, en ont déduit ou en ont inventé la chromatographie sur papier. Et en sens inverse, quels sont les griefs des scientifiques historiens à l'encontre des historiens? Tout d'abord, la méconnaissance de la discipline. Les connaissances des historiens en chimie leur viennent de l'enseignement élémentaire de la chimie, tel qu'enregistré dans des polycopiés, dans des manuels pour cours universitaires, typiquement avec des décennies de retard sur la science vivante contemporaine. Les historiens, au lieu de situer les découvertes dans l'avancement des connaissances, constituent des bibliographies de travaux historiques, ceux d'autres historiens. On retrouve le fait qu'on écrit pour sa communauté d'appartenance et pas nécessairement pour communiquer avec d'autres communautés, d'où cette espèce de dialogue de sourds. En quoi consiste un article historique type? Il suit des normes strictes, il est écrit sur un mode didactique, on explique, on évite les assertions, on énonce une thèse, et quand je dis une thèse unique, et non pas comme dans un article scientifique, une succession d'hypothèses que l'on examine tour à tour. Les notes infrapaginales sont d'une grande importance, car ce sont des coups de chapeau aux collègues historiens. Ces notes se réfèrent non pas à la littérature scientifique, mais à la littérature secondaire, seulement évaluée par l'auteur, littérature secondaire écrite par d'autres historiens. Quant à l'historien type, c'est un expert en archives, un spéléologue du document inédit,
un lecteur de correspondances oubliées, un découvreur de documents qui jusqu'ici n'avaient pas été publiés. J'en viens à quelques acquis majeurs de l'histoire des sciences. Car l'histoire des sciences sert à faire revivre, dans leur contexte propre, des chercheurs du passé, des controverses oubliées quoique importantes, des résultats qui furent des étapes dans un cheminement. D'emblée, une distinction importante, celle entre l'invention et la découverte, qui recouvre une autre distinction, elle aussi fondatrice, celle de la science et de la technologie. En amont, la science telle qu'elle est établie par des chercheurs, et en aval, les technologies qui sont des applications, souvent à la vie courante, de la découverte scientifique. La découverte fortuite s'oppose à l'invention. L'invention est volontariste, tandis que la découverte est souvent inopinée. Et je ne saurais mieux caractériser ce dualisme invention-découverte que par leur aspect humain très individuel souvent. Autre leçon de l'histoire des sciences, peu de personnes à un moment quelconque sont lucides et perspicaces. En règle générale, toute découverte est un multiple. C'est un sociologue, Merton, qui a établi cette règle générale. L'exemple classique est celui de la théorie de l'évolution, simultanément découverte par Wallace et Darwin, qui l'élaborèrent simultanément. Bien évidemment, si les techniques dérivent des avancées scientifiques, on constate aussi une rétroaction des techniques sur les sciences. Que puis-je citer en histoire de la chimie comme brisure technique affectant cette histoire? La mise au point du polarimètre, l'activité optique ainsi mesurée caractérise les molécules du vivant. Les molécules du vivant sont chirales. Autre avancée technique ayant été importante dans l'histoire de la chimie, la diffraction des rayons X permettant de déterminer la structure des molécules, puis plus tard, à partir des années 1950, la résonance magnétique nucléaire, qui elle aussi a permis de déterminer la structure des molécules comme des complexes organométalliques. Autre leçon de l'histoire, l'élasticité du temps historique. Il y a des ralentissements de l'histoire, ainsi les guerres, la Grande Guerre puis la Seconde Guerre mondiale ont abouti à une paralysie de l'histoire des sciences et de l'histoire de la chimie en particulier. Par contre, il y a aussi des accélérations de l'histoire. J'en donnerai pour exemple ce qui s'est passé dans les années 30 avec la mise au point de la physique quantique, la découverte du neutron et d'autres particules élémentaires qui a représenté une véritable mutation dans l'histoire de la physique et aussi dans l'histoire de la chimie. J'en viens à l'emprise sociologique, ce qu'on appelle souvent le tournant STS, Sciences, Technologies et Société. À partir des années 70, des sociologues, à commencer par Bruno Latour comme chef de file, ont élargi la visée de l'histoire des sciences. Pour ma part, j'en retiens surtout d'excellentes contributions de Simon Schaffer, qui a montré combien l'histoire des sciences ne prend son sens que lorsque l'on examine en parallèle ce qui s'est passé en Extrême-Orient et ce qui s'est passé en Extrême-Occident. L'histoire des sciences en Grande-Bretagne et l'histoire des sciences en Chine s'éclairent mutuellement. Mais je dois dire aussi que l'apport des sociologues dans leur ensemble fut plutôt merdique, pour reprendre un vocable du dessin humoristique que vous voyez en ce moment. Par contre, une innovation que les historiens empruntèrent aux archéologues, ils y mirent le temps, cette innovation est relativement récente, fut la bienvenue.
C'est la reconstitution d'une expérience du passé, c'est la reconstitution du cheminement de nos ancêtres. Elle est d'une évidente richesse, productrice de savoirs qui viennent utilement compléter les connaissances. Les archéologues ont dénommé cette attitude et cette procédure l'archéologie expérimentale. Ce fut le germe influent des reconstitutions que les historiens des sciences comme Manu Solman, Alan Rock, Azok Chang, Lawrence Principe et d'autres ont réalisé ces derniers temps. Il est à craindre cependant qu'à l'instar de la reconstitution en costume de bataille du passé, une telle activité ne s'appauvrisse graduellement et ne devienne une espèce de routine machinale pour laquelle on se déguise tous les 36 du mois. L'approche biographique. Sous l'influence des sociologues, le genre de la biographie a été recusé et fut plus ou moins banni de l'histoire des sciences. Il fait vieux jeu. Je trouve cela dommage et même dommageable. J'en viens aux archives orales qui servent, Dieu merci, de palliatif à ce bannissement de l'approche biographique. Les archives orales constituent enregistrées, tant qu'il est encore temps, ce que des chercheurs, pas seulement illustres, ont vécu. On peut trouver ces témoignages enregistrés, transcrits parfois sur papier, dans diverses bibliothèques, par exemple celle de la Chemical Heritage Foundation à Philadelphie, qui est très riche, qui a tout un recueil d'histoires orales enregistrées par des grands et des moins grands de l'histoire de la chimie. Certains historiens se sont intéressés à l'histoire de diverses institutions, telles que Solvay ou Dupont de Nemours, pour citer des grandes firmes de la chimie industrielle, ou bien des institutions comme la Société chimique, où nous nous trouvons ce matin, ou l'UPAC, l'Union internationale de chimie pure et appliquée. Le regard de l'historien considère aussi les outils du chimiste, le matériel de laboratoire. Je me suis déjà intéressé pour ma part au piège de Dean Stark, au viscosimètre de Dérobichoff, et je projette dans un avenir plus ou moins proche de faire aussi l'histoire du polarimètre tel qu'il a été inventé et construit au milieu du XIXe siècle, et peut-être aussi aux tamis moléculaires qui ont permis le séchage des solvants organiques utilisés en laboratoire à partir des années 1940 et 1950. Je n'aurais garde d'omettre une distinction fondamentale, celle du long terme et du court terme. Le long terme renvoie à la longue durée, telle qu'elle a été définie par l'historien Fernand Braudel dans la Méditerranée et le monde méditerranéen au temps de Philippe II. Et donc, pour Braudel, et je le suis volontiers en cela, l'histoire ne se conçoit que lorsqu'on la replace dans la longue durée, dans le long terme. Ainsi, pour la chimie, c'est presque un truisme, une évidence. La chimie est fille de l'alchimie. L'alchimie était déjà une science. La science chimique s'est inscrite dans le prolongement de l'alchimie. C'est une sottise que de rejeter aux oubliettes de l'histoire l'apport des alchimistes. Ils nous ont apporté énormément en ce qui concerne non seulement les outils du laboratoire, le creuset par exemple, ou l'alambic, mais aussi les procédures suivies dans le travail du chimiste. Nos laboratoires du XXIe siècle eurent comme prédécesseurs ceux des alchimistes, comme illustré sur la planche. Un gros défaut des études historiques habituelles est de s'être concentré sur l'Europe et l'Amérique du Nord, les États-Unis, faisant l'impasse sur le reste du monde. La science chinoise, pour ne citer qu'elle, est pourtant incontournable.
Dans cette dernière partie de mon exposé, je vous offrirai quelques suggestions afin à la fois d'illustrer vos cours et de motiver davantage vos élèves. La motivation des élèves est quelque chose de fondamental. Pour cela, il est primordial de montrer aux élèves que vous éprouvez une passion personnelle pour la chimie. Vous avez de grands exemples, Gaston Bachelard, Primo Levi, Oliver Sacks, autant de grands écrivains qui ont fait œuvre d'historiens aussi et qui ont manifesté que la chimie pour eux était aussi importante qu'elle l'était pour Balthazar Claës dans La recherche de l'absolu de Balzac. Vous situerez ainsi dans la mouvance d'illustres prédécesseurs. Offrez-vous des livres anciens de sciences qu'on trouve chez les bouquinistes, c'est d'une incroyable richesse. Faites trouver par les élèves des portraits de savants. Vous les aiguillerez vers les différentes sources, la toile, les cartes postales, les vignettes illustrées, les timbres-poste pour ceux qui sont philatélistes. Fournissez-leur des indications bibliographiques qui leur seront bien utiles sous la forme de listes de lecture dans lesquelles vous n'aurez garde d'omettre des romans policiers comme ceux d'Isaac Asimov ou de Fred Hoyle. Vous leur fournissez aussi des bibliographies avec des listes de biographies de grands chercheurs. Je pense par exemple à la biographie de Feynman, aux autres livres de James Gleick. Je pense à la collection qui fut inaugurée aux éditions du Seuil par Jean-Marc Lévy-Leblond, Science en marche. Les ouvrages de cette collection sont tout à fait précieux et ils ont l'avantage d'être en français. Je ne saurais suffisamment vous recommander aussi le théâtre en classe avec des jeux de rôle. Pour ma part, j'étais coupable de la rédaction d'un tel ensemble de scénettes conjointement avec Carl Djerassi. Ça s'appelle NO, au sujet de la découverte de l'importance de l'oxyde nitrique pour des phénomènes tant de physiologie que de pollution. Enseignez à vos élèves la lecture et la compréhension de fiches de composition chimique comme nous y sommes habitués par l'industrie agroalimentaire, à commencer justement par les aliments et par les médicaments. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi d'extrêmement motivant, si vous en faites 2 ou 3 chaque année avec vos élèves, ce sont des manips de reconstitution historique où les élèves seront invités à consulter la littérature d'une telle expérience, par exemple l'inversion du sucre, l'inversion du saccharose. Faites-les travailler 2 ou 3 semaines durant à des mini-monographies, par exemple sur les outils du chimiste en petits groupes de 3 ou 4. D'où viennent les creusets, donc cela renvoie presque à la préhistoire, à la science antique et à la métallurgie. Faites-les travailler sur la spatule. Pourquoi dans la poche de la blouse du chimiste, lorsque les chimistes étaient encore en blouse blanche, il y avait nécessairement une spatule. À quoi cela servait-il, cette spatule métallique? L'ampoule à décanter, le four à micro-ondes lorsqu'il est passé de la cuisine au laboratoire, la colonne de distillation, etc., etc. Tentez de partager avec vos élèves l'exaltation du travail sur archives qui soudain nous replace dans l'actualité d'un passé excitant, les archives municipales, les archives départementales.
éventuellement les archives de l'institution dans laquelle vous travaillez, si on a soin de conserver les dossiers des enseignants vous ayant précédé. Il est temps de conclure. N'oubliez pas que l'histoire est une rétrodiction basée sur des documents. Donc, ayez et partagez la passion de l'histoire, quel qu'en soit le format. Et c'est là, et le point sur lequel j'insisterai, c'est que vous réussirez à enrichir immensément votre enseignement si vous lui donnez cette dimension historique qu'il n'a jamais cessé d'avoir, qu'il continue d'acquérir au fur et à mesure. Merci beaucoup.